sur la même longueur d'onde. Bonjour à tous et bienvenue dans cette première émission de la deuxième saison de Sur la même longueur d'onde. On est super content de vous retrouver. Cette fois-ci, comme l'année dernière, en direct des locaux du GEM TSA 86, le groupe d'entraide mutuelle pour adultes autistes, qui est à Beaulieu, à Poitiers. Voilà, on est toujours dans nos locaux. Cette fois, on n'est pas sur les ondes de Style FM puisque voilà, on n'a pas pu continuer avec eux pour des raisons financières en fait. Voilà, les subventions données aux radios associatives ont baissé et leur permettent plus de pouvoir accompagner des projets comme le nôtre. On en est vraiment malheureux puisque on avait quand même bien profité de leur soutien et c'est grâce à eux qu'on a pu faire cette première saison et c'est toujours grâce à eux qu'on fait la deuxième. Sinon, s'ils nous avaient pas proposé ça, on n'aurait pas pu le faire. Donc merci encore à vous. Même si on n'est plus ensemble pour cette année, on pense beaucoup à vous et on vous remercie encore grandement pour ça. Merci Style FM. Donc c'est pour ça que cette année on est sur YouTube avec pour cette première émission des voix que vous connaissez bien puisque aujourd'hui nous sommes avec Jérôme. Bonjour. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette première émission de la deuxième saison. Je rejoins Manu pour remercier Style FM pour nous avoir ouvert leurs ondes et permis de créer cette émission avec eux. On continue sans eux, mais on pense fort à eux aussi. Merci beaucoup Jérôme. On est aussi avec Aurélie qui est encore là pour cette deuxième année. Oui, mais je suis toujours là, t'as vu ça ? Aurélie, comment as-tu fait pour survivre après un an avec toutes ces personnes ? Les antidépresseurs. En vrai, ma foi en l'humanité, le fait que vous êtes tous absolument formidables, ça aide. Oh. Personne n'est plus formidable que toi, Aurélie. Je sais. Corentin, tu es encore là cette année aussi ? Et oui, bienvenue pour cette saison 2025 de Sur la même longueur d'onde. Un plaisir de vous retrouver en tout cas pour de nouvelles aventures. Un plaisir de partager ça encore avec toi cette année. Ouais, carrément. Avec toi, puis aussi Doriane. Bonjour. Donc Doriane, tu es encore là aussi pour cette deuxième saison. Je crois que tu apportes aussi de nouvelles chroniques avec toi. Oui, vous allez m'entendre 2 fois plus. Oh. Ouais. 2 fois plus de bonheur avec Doriane. C'est dorianesque. C'est dorianesque. C'est un combo. Alors vous aurez aussi de nouvelles voix, puisqu'aujourd'hui, les nouvelles personnes qui viennent s'intégrer à ce projet radio pour la seconde saison n'étaient pas disponibles ou au repos pour cette journée-là. Donc on pense à vous et on vous retrouve donc pour l'émission d'octobre. Et en technique, aujourd'hui, on aura Koa. Oui, bonjour. Et j'ai un stagiaire avec moi aujourd'hui qui est Vincent. Bonjour. Donc Vincent, voilà. que vous connaissez déjà, puisque Vincent, toi tu avais déjà fait une chronique sur la première saison pour présenter ton parcours d'étudiant à l'université de Poitiers. C'est un plaisir que de t'avoir aussi en technique cette année. C'est un plaisir pour moi aussi. Ok, donc... J'ai pas du tout envie d'arrêter la technique, mais c'est très bien qu'il y ait quelqu'un qui sache s'en occuper au cas où je serais pas là. Ouais. Oui, puis c'est un projet, c'est le symbole du projet du GEM qui est l'entraide et l'apprentissage les uns avec les autres. Et là, aujourd'hui, toi, Tristan, tu as pu proposer à Vincent d'apprendre avec toi. Donc, transmettre, c'est important aussi. Voilà, donc c'est génial. Voilà, au programme aujourd'hui, beaucoup de temps de table ovale, parce que c'est ça qu'on aime faire. C'est aussi ça qu'on fait beaucoup au GEM, en dehors du direct. C'est beaucoup de temps de discussion sur donc, les conditions, les parcours de vie des personnes TSA, donc avec un trouble du... donc le groupe de parole en direct. Aussi un horoscope autistique proposé par Doriane, qui sera suivi par un nouvel épisode de Neurorama. Voilà, l'épisode 9 déjà. Et je sais que Jérôme, tu nous as dit hors antenne que tu étais sur l'écriture de la suite de Neurorama. Et oui, pour ceux qui en ont marre de Neurorama, désolé, on revient encore plus fort l'année prochaine. Voilà, donc toute la deuxième saison aura pour chaque épisode, pour chaque émission, son épisode de Neurorama. Et puis, dans la deuxième partie d'émission, on retrouvera la chronique inutile de Doriane comme dans la première saison et une poésie de Jérôme. Voilà, tout un programme. Tout ça. Très riche, très riche. Voilà. Donc, pour commencer l'émission, c'est parti pour la table ovale.
Et j'ai quelque chose à vous raconter. Ok, installe-toi et parle-nous de tout ça. T'en fais pas, ici on est sur la même longueur d'onde. Bien, dans ce cas, installons-nous autour de cette table ovale. Donc comme à chaque fois, les tables ovales, les thématiques des tables ovales sont décidées donc par les membres de cette émission lors de la préparation. Et cette fois, on a choisi comme thématique la confiance et l'estime de soi par rapport aux attentes sociales. Voilà, un sujet complet, complexe, qui demande peut-être de définir un peu les termes. Est-ce que pour commencer, l'un ou l'une d'entre vous voudrait poser des définitions sur qu'est-ce que c'est que la confiance ou l'estime de soi ? Vu que tout le monde me regarde, je vais dire moi. Si je devais résumer, donc l'estime de soi, c'est l'appréciation que l'on a de nos caractéristiques. Et je reste volontairement vague, hein, c'est en quelque sorte notre jugement interne par rapport à tout ce que l'on pense être ou qu'on estime être. Quant à la confiance en soi, qui parfois découle de l'estime de soi, c'est finalement le fait quelque part de croire en ces capacités-là et qui peut être un moteur pour agir. Et je pense, de mon point de vue en tout cas, que l'estime de soi aussi trouve un équilibre quand nos actions sont en accord aussi avec qui l'on est, avec nos valeurs, etc. Et du coup, la deuxième question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi est-ce que ça peut être remis en cause ou complexe quand il s'agit d'être en rapport aux attentes sociales, quoi. Est-ce que vous avez, vous, des expériences qui vous ont... qui ont été remarquables par rapport à ça ? Avant ça, j'ai une question. Les attentes sociales réelles ou celles que l'on imagine être des attentes sociales ? Voilà, débrouillez-vous avec ça. Vous avez 4 heures. Pourquoi tu dis ça, Aurélie ? Parce qu'il peut arriver pour tout humain, autiste ou non, TND ou non, de subir ou de vivre une forme de pression qu'on appelle une pression sociale liée aux attentes que tu as évoquées au début. Et parfois, on peut se rendre compte que ces attentes-là, pour certaines en tout cas, ne sont finalement pas créées par l'ensemble de la société, la famille ou peu importe, ou l'école, peu importe le contexte, mais finalement, c'est nous qui parfois nous mettons ce type de pression-là en imaginant que les autres attendent quelque chose de précis de nous. D'où ma question. Ouais, mais j'imagine que c'est des choses qu'on va définir un peu au fil des discussions et qu'à partir des expériences de chacun, on essaiera justement d'analyser ça. Alors pour mon cas particulier, je sais que depuis que je travaille pas mal sur cette question de confiance en soi et d'estime de soi, même sans le regard des autres, ça peut être une approche un peu complexe. Du coup, par exemple, j'ai des phases où ça peut être du tout au tout, avec un apport de confiance qui peut être exacerbé, avec un sentiment un peu de toute puissance, de pouvoir soulever des montagnes en quelque sorte, de mettre à bien, de mettre à, comment on dit, en marche des projets qui sont un peu au-delà de mes limites, qui peuvent par exemple me mettre en difficulté dans un temps juste après, et subir un contre-coup qui à l'inverse me supprime toute confiance en moi, et je sais que c'est des moments où je ne peux pas trop prendre de décision dans ces moments-là, parce que je sais que je me sous-estimerai grandement en coupant toute initiative ou toute envie, quoi. Alors bien sûr, après, le regard de l'autre et les attentes sociales peuvent altérer cette confiance, mais seul, on est capable de s'auto-saboter ou au contraire de se donner beaucoup de motivation. C'est quelque chose qui, pour ma part, fluctue beaucoup et qui est assez difficile à maîtriser, quoi, et anticiper. Je ne sais pas comment vous le ressentez, cette... Moi, j'ai pas vraiment eu conscience de cette estime de moi ou de cette confiance en moi. Ce que je peux dire, c'est que j'ai toujours été dans une démarche de recherche de reconnaissance. C'est-à-dire que voilà, j'avais toujours l'impression de faire les choses ou de penser les choses en fonction de ce que l'autre allait juger en fait de moi. Et j'ai toujours été dans cette démarche, ce besoin de reconnaissance. Alors je ne sais pas si ça peut rejoindre un petit peu le besoin de confiance en soi, mais moi j'ai toujours fonctionné comme ça en fait.
qui peut être intriguant vis-à-vis de ça, c'est que du coup, imaginons que tu sois seul, sans esprit social, qu'est-ce qu'il adviendrait de tes journées, par exemple? Est-ce que tu arriveras à trouver la motivation pour faire des choses, de l'autosatisfaction à les mener à terme ou quoi? Comment ça fonctionnerait du coup pour toi, ça, Jérôme? Eh ben, moi, j'ai pas eu conscience vraiment que sur le tard. Et en fait, j'ai souvent été seul avec moi-même, physiquement, mais aussi dans les pensées. Et en fait, comme tu le dis, c'était en fait de l'automotivation. C'est-à-dire que j'allais chercher au fond de moi-même la motivation pour aller au-delà de ce que je voulais dire, ce que je voulais penser, ce que je voulais faire. Et c'est après seulement que venait cette question de est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va suffire aux autres, etc., etc. Mais oui, je me suis toujours préparé mentalement moi-même, en fait. Je vais revenir sur la question que Manu a posée au début. C'est, pour ma part, et c'est une expérience, quand je la partage avec des gens, certaines personnes sont assez surprises, mais quand on parle d'attente sociale, elles sont parfois déguisées ou en tout cas indirectes. C'est ce qui m'est arrivé pendant la scolarité notamment. Ayant eu l'habitude de ne pas faire grand-chose en étant première de la classe, il est arrivé que je perçoive que les attentes et les attendus, notamment des professeurs, étaient que je réussisse quoi qu'il arrive. Et ça, moi, ça m'a mis de la pression pendant un certain temps et je le vivais très mal. De fait, j'avais cette sensation, si je n'avais pas, par exemple, un minimum de 18 sur 20, j'avais l'impression d'être nulle, mais nulle. Alors qu'en vrai, c'est pas mal 18 sur 20. C'est sûr. Et je sais que je ne suis pas la seule à avoir vécu ce genre de truc-là. Mais on n'en parle pas, on parle moins souvent de la pression de réussir que de la pression de l'échec. Donc ça me semblait intéressant aussi d'en parler. Et exactement, Aurélie. Moi, c'est un peu le même cheminement. J'avais des facilités à l'école, tout du moins sur les premiers niveaux. Après, ça c'est un peu compliqué. Mais oui, après, je ne me suis pas posé la question de savoir si ça suffisait à l'encadrement scolaire ou s'ils s'en foutaient que j'étais au-dessus des autres ou en dessous au niveau scolaire, mais j'ai pas vécu ça comme toi en fait, moi. On t'a pas, tu n'as pas eu de remarques, par exemple, de professeurs ou de parents, de famille, de type, tiens, t'as eu que 17, tu vois, le truc un petit peu Non. insidieux qui se veut pas méchant, mais ça étonne les gens et du coup, toi, tu te mets en... Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé, je me disais, bah, du coup, ce qui est attendu, c'est que je sois meilleur Oui. que ça, encore meilleur que ça, quoi. Non, pas dans cet esprit-là, mais plus dans le fait que avoir des bonnes notes et être bon à l'école, c'était dans la normalité des choses. Là, tu parles d'une situation, Aurélie, où toi, tu as réussi à cette époque-là à bien lire l'attente sociale aussi. Tu savais que l'attente, c'était peut-être des bonnes notes. Est-ce que vous avez déjà pu avoir des situations où vous ne connaissiez pas les attentes, en fait, où vous vous retrouvez à un moment un peu aveugle d'une certaine manière de ce qui peut être attendu pour vous? Pour ma part, j'ai pas eu cette pression-là au niveau scolaire, parce qu'au final, notre réussite, tout le monde s'en fiche un petit peu, ça nous concerne nous principalement. En revanche, sur le plan professionnel, c'est quelque chose qui a beaucoup plus d'impact, parce que là, ça peut interférer avec on va dire, le fait que notre entreprise prospère ou au contraire soit infectée par un manque d'efficience, on peut dire ça comme ça. Et là, c'est... clairement sur les jeux d'implicite où on nous demande de faire des choses en plus de ce qui est clairement exprimé. Et là, pour essayer de coller avec les attentes, ça peut créer énormément de frustration déjà personnelle, de ne pas être en mesure de comprendre l'autre et de satisfaire ce besoin collectif d'inclusion, de participation, d'être un peu l'engrenage du système. Et pour ma part, ça a été vraiment quelque chose qui m'a beaucoup heurté dans mon vrai premier pas dans le monde du professionnalisme, mais ça a été surtout un échec sur le plan plus social qui m'a fait prendre conscience qu'effectivement, ça serait intéressant d'aller gratter sur les diagnostics autour du TND, du TSA, parce que j'ai clairement compris que je n'avais pas les mêmes ressources que n'importe qui,
et que ça pouvait clairement nuire à mon épanouissement socio-professionnel, quoi. Est-ce que tu as un exemple, est-ce que tu as en tête là un exemple concret de situation comme ça, tu vois, pour imager ce que tu viens de dire? Oui, tout à fait. En général, on a toujours des moments, les réunions, les nombreuses réunions plus ou moins imposées toutes les semaines avec les collègues, les supérieurs, qui font étalage de tout ce qu'il y a à faire sur les mois prochains. J'étais quelqu'un d'assez assidu. En réunion, j'étais le seul, par exemple, à prendre des notes, à vouloir vraiment absorber le plus d'informations pour coller le plus avec ses exigences, en sachant qu'effectivement, je pouvais avoir des manquements sur certaines informations plus complexes. Donc, je prenais tout en note. Je faisais scrupuleusement ce qui était remonté dans ces réunions, et ça ne coïncidait pas à l'attendu, qui était au final soit plus profond, soit un peu déguisé, parce que clairement dans ce genre de réunion un peu politisée, ou en tout cas déguisée, on n'avait pas les réelles informations, on ne pouvait pas se permettre de dire clairement où était la vraie problématique et les choses sur lesquelles il fallait mettre l'accent dans notre travail, quoi. Donc par exemple, un exemple très concret, je sais pas, un dossier d'un suivi sur par exemple une personne où je prenais ce qui avait été dit factuellement, et en fin de compte c'était un truc un peu plus organisationnel autour de cet accompagnement-là, quoi. Est-ce qu'il t'est arrivé dans des moments comme ça, je dis pas qu'il faut le faire, hein, mais de justement dire, là par contre, il suffisait d'être plus clair pour que je comprenne quelles étaient vos attentes. Je demande ça parce que, vu mon caractère, c'est ce qui m'est déjà arrivé 1 milliard de fois dans des entreprises différentes, de dire, oui, mais tu m'as pas dit exactement ce que tu voulais, je peux pas le deviner. Dorian, tu veux peut-être rebondir là-dessus? Je te vois te manifester. Oui, après, il faut avoir assez d'aplomb pour le faire. Oui. Un peu de culot, quoi. Voilà, c'est ça le problème. Parce que moi, c'est ce qui m'a ruiné aussi dans le milieu professionnel. Le milieu scolaire, j'ai jamais eu d'attente comme toi, tu as pu le vivre aussi, Aurélie. J'ai jamais eu de pression à être bien ou pas bien. Et puis, de toute façon, je m'en foutais un peu. L'école, j'ai toujours été une élève très moyenne et on m'a jamais incité à être mieux ou pas. Mais c'est surtout, effectivement, dans le milieu professionnel que ça a commencé à poser souci, parce que du coup, t'es un peu face à d'autres gens, t'es dans la vraie vie, entre guillemets, et c'est là que tu te rends compte de tes différences et de plein de choses, et ça, c'est le meilleur moyen, en fait, pour flinguer à la fois l'estime et la confiance en soi, en fait. Parce que tu finis, du coup, par remettre en doute, en fait, toutes tes capacités et tes compétences dans le poste, quoi. Moi, j'en ai fini par douter de vraiment si j'étais capable de le faire, alors que j'étais très compétente pour le faire. Mais la gestion, justement, des attendus sociaux, donc en fonction aussi du milieu. Donc moi, j'étais dans le milieu hospitalier, et puis bon, c'était assez particulier, mais il y avait beaucoup d'attentes sociales non dites, que tout le monde savait, entre guillemets, et que moi je ne savais pas, parce que déjà je ne connaissais pas le milieu professionnel, donc je ne savais pas comment me comporter, donc pour moi je faisais au mieux, mais ça m'a posé beaucoup de soucis. Par exemple, je n'allais pas faire un tour dans toute la maison de retraite pour aller dire bonjour aux gens, sauf que tout le monde le faisait. Et ça m'a été reproché, donc après je l'ai fait, mais après je ne disais pas assez bonjour avec le sourire. Est-ce que tu penses, Dorian, que du coup tes particularités liées à l'autisme ont un impact sur le fait de ne pas avoir compris, su que ça se faisait, que c'était important de faire le tour de la maison de retraite pour être incluse socialement? Est-ce que tu crois que ça a un impact ou pas? Oui, mais le truc c'est que j'aimerais bien comprendre pourquoi faut le faire. C'est surtout ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses machinalement sans forcément, par créer du lien social. Mais parce que c'est comme ça, ils disent. Oui, c'est ça, mais il n'y a pas de raison. Moi, je suis là pour travailler, je suis pas là pour me faire des amis au boulot et de demander aux gens comment sont passés leur week-end et d'aller dire bonjour à tout le monde alors que je les ai au téléphone toute la journée. Et c'est ce décalage-là qui se fait ressentir beaucoup et qui est compliqué, parce que les gens ne comprennent pas pourquoi on agit comme ça.
Tu peux peut-être sentir, du coup, si je comprends bien, un décalage entre des personnes non autistes neurotypiques, ou en tout cas qui n'ont pas ces particularités-là, qui, du coup, vont chercher aussi autre chose dans le travail que ce que toi, tu viens chercher, quoi. Ben oui. Oui. Moi, si je vais au travail, c'est pour faire mon travail. C'est tout. Je suis payée pour faire un travail. Je fais le travail. Les autres, ils font le travail, ils mangent ensemble. Moi, je me forçais à manger avec mes collègues alors que j'avais pas envie. Ouais, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, ça aussi. Vas-y, quoi, tu veux nous donner un peu de ton je expérience? répondais juste un petit peu comme ça au tac au tac. J'ai pas... j'avais pas forcément quelque chose à dire en particulier, mais c'est vrai que l'estime de soi, c'est vaste sujet. Hein. C'est pas toujours facile, surtout quand on a beaucoup de reproches, quand on est enfant, adolescent, puis quand on n'a pas le diagnostic, surtout. J'ai connu le basculement entre avant le diagnostic et après le diagnostic, parce que finalement, avant, on est reproché d'à peu près tout. Après, il y a des choses qui se comprennent un peu plus, mais c'est vrai que l'estime de soi, moi, j'ai toujours eu du mal, en tout cas avec ça. J'ai un gros souci là-dessus, un gros souci de confiance en soi, et du coup, j'ai beaucoup de mal à faire pas mal d'activités à cause de ça. Ça va de mieux en mieux, mais pendant longtemps, je pensais que j'étais capable de rien. Donc, Après, ça venait en partie de moi-même, puis en partie aussi de l'entourage, hein, qui n'a pas toujours été là pour moi. Donc voilà. Voilà, c'est juste. Ouais, merci. Merci. Je vous propose que sur une seconde partie, en fait, de cette table ovale, on aille justement chercher ensemble quels sont les petits outils, les moyens, les stratégies que vous avez eues pour, à un moment donné, regagner de l'estime de soi dans le rapport aux autres. Parce que moi, je vous connais bien, et peut-être pas tous les auditeurs, mais en tout cas, vous avez chacun pu, dans votre parcours, regagner confiance. Peut-être que vous pourrez partager de ça après cette toute nouvelle chronique. Extraordinaire, formidable, et aussi tout nouveau jingle que j'ai eu l'occasion d'écouter déjà, et que je vous propose d'écouter maintenant. C'est l'horoscope autistique de Dorian. L'horoscope autistique. Ici, les astres ne vous guident pas. Ils se foutent de vous. 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 Allez, Dorian, c'est à toi d'enchaîner après ça. Bonne chance. Il y a un standing là. Donc bienvenue, chers auditeurs et chers compatriotes autour de moi, dans l'horoscope du mois version autistique. Oui, parce qu'entre nous, les horoscopes classiques du genre vous allez trouver l'amour dans un mois, ou votre projet va se concrétiser bientôt, on s'en fout un peu en fait. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être honnête. Mais ça risque de piquer un tout petit peu quand même, hein, parce qu'il n'y aura pas de paillettes, pas de bullshit, rien de tout ça, juste vos failles, vos tocs et un peu de mauvaise foi, alors accrochez-vous. On va commencer du coup avec le bélier. En amour, vous foncez, vous brûlez, vous grillez, et forcément, vous finissez célibataire avant la fin du mois. Au travail, vos filtres sont inexistants. Vous dites à votre chef qu'il est incompétent. Spoiler, il le sait, mais vous finirez quand même à France Travail. Quant à votre santé, si vous ne ralentissez pas un peu, vos crises d'angoisse vont vous consommer plus vite qu'un paquet de chips devant Netflix. Taureau. Je représente les taureaux. Côté cœur, votre fidélité va surtout à votre plaid et vos rituels. Votre partenaire rêve d'un date, mais vous rêvez de votre lit. Au boulot, vous refusez le moindre changement, même déplacer un bureau de 5 cm. Résultat, vous êtes déjà considéré comme le vieux con de l'open space à 27 ans. Et niveau santé, à force de rechercher du réconfort dans le chocolat, vous risquez de sucrer votre propre avenir. Les Gémeaux, en amour, vous promettez tout et son contraire, si bien que votre moitié ne sait plus si vous voulez des enfants ou un lapin nain.
Au travail, vous changez tellement souvent de voix qu'on vous surnomme le CDI touriste. Et côté santé, insomniaque comme vous êtes, vous vous sentez déjà mort intérieurement, mais au moins, vous avez déjà rédigé le discours de votre enterrement. Cancer, côté sentimental, vous êtes la drama queen des signes du zodiaque. Vous pleurez plus en une semaine que l'ensemble du signe Lion en 10 ans. Au travail, votre hypersensibilité vous fait prendre la réunion de 9h comme un attentat personnel. Et pour la santé, disons que vos émotions dévorent vos intestins. Le PQ devrait directement être remboursé par la Sécu. Lion. Ça passe en PCH, je pense. Pour les lions, en amour, vous aimez surtout vous-même. L'autre n'est qu'un figurant. Au travail, vous réclamez toute l'attention, mais vous êtes vexé dès qu'on vous critique. Bref, l'ego en CDI, mais pas touriste cette fois. Et niveau santé, votre seul vrai risque, c'est d'attraper une tendinite à force d'applaudir vos propres performances. On continue avec les vierges. Dans votre relation, vous réussissez l'exploit de tuer la libido en corrigeant les fautes d'orthographe des sextos. Au boulot, votre perfectionnisme transforme chaque projet en torture médiévale au point que même vos loisirs finissent en tableau Excel. Quant à votre santé, votre stress est si intense qu'il pourrait être breveté comme une nouvelle source d'énergie renouvelable. Les balances. En amour, vous êtes incapable de choisir ce qui vous laisse seul, mais entouré de votre chat, de votre chien, votre poisson rouge et peut-être même un escargot. Bref, entouré d'animaux, mais toujours célibataire. Au travail, votre indécision chronique fait perdre une 30aine d'heures par semaine à votre équipe. Et côté santé, vous hésitez encore à savoir si vous êtes malade ou juste fatigué. Résultat, vous cumulez plus de diagnostics que d'amis sur Facebook. C'est valorophilie, c'est totalement vrai. Les scorpions, en amour, c'est soit la fusion totale ou soit des envies de meurtre. Votre partenaire dort avec un œil ouvert. Au travail, vous complotez plus qu'un syndicat étudiant. Et sur le plan santé, votre rancune est littéralement cancérigène. Votre système immunitaire lui-même pratique un sabotage passif-agressif. Les sagittaires, côté cœur, vous séduisez à toute vitesse et vous partez encore plus vite. Un vrai Tinder sur pattes. Au travail, vos idées fusent, mais vous ne suivez rien. Votre patron rêve de vous coller un GPS pour vous canaliser. Et côté santé, vous êtes épuisé, mais continuez à courir, car le cimetière attend déjà son marathonien. Ça pique. Ah bah j'ai prévenu que ça allait piquer un peu. Capricorne, vous traitez votre couple comme une start-up. Vous allez jusqu'à faire des business plans pour des câlins, pendant que l'autre cherche déjà un stage ailleurs. Au travail, vous êtes un vrai boulimique de boulot, mais au fond, personne n'a vraiment envie de collaborer avec vous. Et côté santé, vous comblez votre vide affectif par le café. Félicitations, vous êtes devenu une cafetière humaine. Les Verseaux, en amour, vos idées de couple sont tellement alternatives que l'autre finit par se dire que vous êtes juste perché. Au travail, vous êtes visionnaire mais incompris, le génie dont personne ne veut entendre parler. Et côté santé, votre cerveau tourne à une telle vitesse qu'il devrait être vendu avec un extincteur. Et on finit avec les poissons, oui. En amour, vous confondez souvent affection et dépendance, un vrai Disney tragique en 3D. Au travail, vous rêvez tellement votre vie que vous finissez payé en larmes. Et sur le plan santé, vous somatisez absolument tout. Un simple mail mal formulé et vous rédigez déjà votre testament en 3 exemplaires certifiés. Donc voilà, vous êtes désormais fixé. Pas de miracle, pas de grand amour hollywoodien, pas de promotion magique, juste vos obsessions, vos routines et un mois de plus à survivre. Mais rassurez-vous, on est tous dans le même bateau. Un bateau qui coule, certes, mais au moins on rit tous en se noyant. Bravo. Bien joué. Ah, top. Il nous fallait cette chronique, c'était indispensable. Je peux dire que 100% des auditeurs qui écrivent des commentaires ont trouvé ton horoscope absolument divin. C'est facile, il y en a que. Oui, c'est Marine. Salut Marine. Merci Marine.
Dorian, ou comment tuer l'astrologie en 10 minutes. Je préfère largement entendre cette astrologie que la vraie. Ah oui, clairement. Ça se base quand même sur les vraies caractéristiques des signes. Hein. Attention. Hein. Oui, l'indécision de la balance. Il y a un peu de sérieux dans tout ça quand même. Mais il y a Ah bah oui. je me suis retrouvé un peu dans avec tout les ça. moi, avec les animaux, c'est surtout. C'est pas si déconnant que ça, je trouve. Merci de nous avoir donné le sourire et nous retournons encore sur la deuxième partie de la table ovale. Et j'ai quelque chose à vous raconter. Ok, installe-toi et parle-nous de tout ça. T'en fais pas, ici on est sur la même longueur d'onde. Bien, dans ce cas, installons-nous autour de cette table ovale. Deuxième partie d'une table ovale dont la thématique est la confiance et l'estime de soi par rapport aux attentes sociales. On a vu un peu dans la première partie vos expériences marquantes, difficiles, parfois par rapport aux attentes liées à la réussite, des attentes très concrètes ou au travail, où c'est pas toujours évident de lire en fait quelles sont ces attentes. Et la question que on voulait se poser maintenant, c'est qu'est-ce que vous avez pu mettre en place, qu'est-ce qui vous a permis en fait de mieux lire ou parfois de mieux accepter ou d'avancer en fait avec toutes ces... Quelles sont vos stratégies, voilà. Alors c'est peut-être une stratégie qui peut paraître évidente, mais simplement demander effectivement de reformuler à une personne. Bon, quand ça fait la 10e fois qu'elle reformule, il faut peut-être changer de stratégie, mais en tout cas, une ou deux fois, ça ne fait pas spécialement de mal à une relation sociale, et ça permet vraiment de mieux se comprendre et d'être dans le chemin attendu, quoi. Pour ma part, j'étais un peu sceptique par rapport à ça avant de l'appliquer parce que je l'assimilais à un manque de performance. Aujourd'hui, on veut tellement que les choses aillent vite qu'on essaye de comprendre avant que les choses soient dites. Et j'avais peur que ça soit pris effectivement comme justement un manque de confiance en soi par l'autre ou justement un peu cerf-volant, pas sur la plage, mais en tout cas dans la conversation. Et finalement, non, c'est même plutôt bien perçu par les personnes qui se sentent mieux écoutées ou en tout cas le désir d'aller un pas vers l'autre dans cette compréhension mutuelle. Et la plupart du temps, ça se passe plutôt bien. Mais il faut encore avoir le recul nécessaire pour se dire peut-être là, j'ai pas compris vraiment ce qui a été dit et il faut appliquer cette méthodologie-là. Pour l'instant, ça marche bien. C'est la meilleure méthode que j'ai. Suivant. Je me lance. Je sais qu'on parle d'outils. Moi, je considère ça comme un outil. C'est d'une banalité affligeante. L'introspection. Pour ma part, et je ne suis pas un cas isolé, quand je me suis posé la question il y a quelques années concernant mes compétences, mes caractéristiques, je me suis dit, ok, fais un tableau. C'est comme ça que je fonctionne. Enfin, que je fonctionnais en tout cas. J'avais fait un tableau. Ce que les gens pensent de moi et ce qu'ils m'ont déjà dit, qui est sûr et certain. Ce que je pense qu'ils pensent de moi, ce qui n'est pas la même chose, et ce que moi, toute seule, sans le regard des autres, ou ce que j'imagine être les attentes des autres, ce que moi je pense de ces caractéristiques-là. Et en fait, j'ai fait le point. Je schématise parce qu'on n'a pas 3 heures non plus, mais ça m'a beaucoup aidé de faire ce tableau-là pour bien comprendre que j'étais pas obligée d'être d'accord avec les attentes des autres. Je suis pas obligée d'y répondre si j'ai pas envie. Enfin, ça a été tout un cheminement comme ça de réflexion finalement, ce qui m'a permis aussi de mieux apprendre à me connaître et de me rendre compte que quoi qu'il arrive, je suis un être humain et comme tous les autres êtres humains, j'ai des compétences. Il y a des domaines dans lesquels je suis meilleur que d'autres, et c'est très bien comme ça, on n'est pas tous bons dans les mêmes domaines, et c'est ça qui est enrichissant. Et donc j'ai plutôt pris ce chemin de réflexion-là pour équilibrer l'estime de soi et la confiance en soi, et ensuite j'ai mis en place des actions qui étaient en accord avec les conclusions me concernant, et ça fonctionne plutôt bien. J'ai l'impression que tu as choisi le chemin un peu de l'émancipation, donc tu t'émancipes du regard de l'autre en donnant plus de poids au regard que tu as sur toi. Et du coup, c'est une stratégie qui te permet de t'émanciper de ça. Et j'ai l'impression que tu es allé assez loin finalement dans cette émancipation. Complètement. En tout cas, moi, ça me convient. Et effectivement, je suis allé suffisamment loin et en détail parce que ça fait partie aussi de mon fonctionnement. Quel que soit le sujet, je vais aller profondément dans le sujet. Et du coup, non, mais ça m'a aidé de me rendre... Par exemple, je me suis rendu compte que quand une personne avait une opinion sur une de mes compétences ou de mes caractéristiques,
Maintenant, je l'accepte, mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord. Je ne suis pas obligée, d'ailleurs, d'avoir un jugement sur l'opinion de l'autre. Et je suis partie de ce principe-là, hein, ça fait partie des accords Toltec, etc., ou de la philosophie, ce que vous voulez. Ce que dit l'autre lui appartient. Donc, ce que l'autre pense de moi, que ça soit flatteur ou pas, ça reste ce que l'autre pense de moi. Et ça peut être tout à fait différent de ce que moi je pense de moi. Ça ne veut pas dire que j'en ai rien à faire, ça veut dire que je pèse le pour et le contre. Est-ce que je suis d'accord? Si je ne le suis pas... Et puis après, j'en réenchaîne sur d'autres types de réflexions. Mais c'est parce que j'ai un cerveau qui fonctionne comme ça. Oui, c'est intéressant. Et puis ça fait un peu rêver, j'imagine, aussi plein de gens qui peuvent écouter en se disant, tiens, c'est un idéal que j'aimerais atteindre. Toi, Aurélie, qui fait beaucoup de père et danse, beaucoup de discussions avec des gens qui peuvent vivre les particularités de l'autisme ou des TND. À ton avis, pourquoi est-ce que certains, des adhérents du GEM notamment, n'arrivent pas forcément à aller jusqu'au bout de la démarche que toi, tu as menée? La première raison que j'ai beaucoup observée, c'est la peur. La peur de soi, la peur des autres, la peur de ce... Et si je me détache du regard des autres, qu'est-ce qu'il reste ? Est-ce que je me suis construit finalement... est-ce que je n'ai pas construit une partie de qui je suis en fonction du regard des autres, etc. Et ça ne change pas le fait qu'on peut repartir de là pour justement ensuite s'émanciper si on le souhaite du regard des autres. Donc on arrive toujours au même point, mais la première raison que j'ai observée, c'est la peur. Il y en a ici peut-être qui vivent ça ou qui ont vécu ça il n'y a pas si longtemps. Est-ce que décrit Aurélie ? Est-ce qu'on ne peut pas fonctionner comme ça, dans un premier temps, dans un souci de protection, justement Quand on a besoin de se protéger, c'est qu'on a peur. Ça revient au même, du coup. Et toi, dans cette démarche, au tout début, est-ce qu'il y avait ce besoin de protection ou pas du tout ? Je me suis jamais vraiment sentie en danger à ce niveau-là, mais c'est l'incompréhension qui m'a menée à beaucoup déprimer et à beaucoup me remettre en question aussi. J'ai oublié ta question. Et du coup, je te demandais si cette démarche avait à l'origine, cette mise en place que tu as faite pour te démarquer un petit peu du système, avait un besoin de protection à l'origine. Intéressant de mon point de vue. Non, c'est qu'en fait, c'était plutôt, j'allais dire l'inverse. J'ai ressenti, avant d'entamer ça, le besoin de me protéger, justement, des regards d'autrui, de leurs attentes imaginaires ou réelles, etc. Et c'est quand j'ai commencé ce travail que je me suis aussi éloignée de ce pseudo-besoin de me sentir protégée. Plutôt dans ce sens-là. Puisque Manu demandait des exemples, moi, je pourrais dire, par rapport à ma personnalité, que la peur, puisqu'on l'évoquait à l'instant, me permet de lâcher un peu la bride. En fait, devant la peur, j'ai tendance à aller au front, aller au feu, comme on dit. Et je me suis vu créer des situations où je me mettais pas en danger, puisque le danger, il n'existe que dans notre esprit, mais me mettre dans des situations où je pouvais subir le jugement des autres. Mais malgré ça, malgré la peur de ça, je me lançais sans trop d'appréhension. Ce qu'on appelle le courage. Tout à fait. Merci. Tu es courageux. Ouais. Doriane, tu veux participer, oui. Oui, je rejoins ce que tu as dit, Aurélie, tout à l'heure, parce que c'était très pertinent pour le coup. Ça m'a fait un petit peu cogiter, là, et effectivement, oui, la peur, effectivement. Je pense que oui, parce que quand tu t'es effectivement construit, donc je pense que moi, je me suis construite comme ça aussi, à travers un peu le jugement, le regard des gens, etc., quand tu commences à faire ce travail pour essayer de t'en détacher, c'est très compliqué parce que finalement, c'est comme si tu as abandonné une partie de toi-même, en fait, pour en créer une nouvelle. Donc, c'est vraiment très compliqué, en fait, de lâcher ça. Quand tu as connu ça toute ta vie, c'est comme si tu perdais une partie de ton identité, quoi. Donc, oui, je pense que c'est cette peur-là, moi, la peur de me perdre, quoi. Je pense, ouais. Je pense que ce qui peut flirter aussi pas mal avec la peur, c'est le trouble anxieux qui peut faire ressentir aussi des états émotionnels qui sont assez
importante vis-à-vis du regard de l'autre, du changement que ça peut représenter, de se dire si on veut aller vers ce que les gens projettent sur nous, ce mécanisme que moi je peux vraiment traverser ces derniers temps sur la peur de se perdre soi-même, donc une question d'identité aussi qui a derrière simplement le fait de satisfaire une autre personne ou pas, c'est soi-même ne pas se perdre à travers une multitude de chemins possibles qu'on ne connaît pas forcément, que l'on ne voit pas aboutir sur quelque chose qui nous corresponde aussi. Et je pense que c'est assez dangereux de vouloir remplir les attentes de toutes les personnes qui nous les font parvenir, dans le sens où il y en a certaines qui sont même contradictoires. Donc à un moment donné, il faut vraiment trancher et se dire non, moi ce que j'ai besoin, ce que je projette, c'est ça, et avoir suffisamment d'estime de soi et de courage aussi pour affronter tout ça et se dire non, je garde le cap et je vais vers là parce que c'est le meilleur chemin pour moi, quoi. C'est très difficile, hein. J'ai cheminé pendant un moment ces derniers temps sur tout ce que ça peut représenter, mais c'est vrai que ça me paraît assez évident de à un moment donné aussi s'affirmer un petit peu par rapport à tout ça, quoi. Et puis avoir la timidité aussi. Moi, ça m'arrive souvent de ne pas oser m'engager sur quelque chose, ne pas oser, et puis finalement une fois que j'ai osé le faire, je suis content. Des fois, j'aime bien me faire accompagner par quelqu'un qui est juste là, mais juste à côté de moi, et ça me permet des fois de mieux réussir à aller vers l'autre ou à aller vers une activité, quelque chose en tout cas. C'est souvent difficile d'y aller seul, et avec la timidité, la peur, le trouble anxieux, comme tu disais aussi, voilà. Ça peut, en tout cas, ça peut être un outil, c'est-à-dire d'être accompagné de quelqu'un qui est juste là pour en soutien émotionnel, finalement. Aurélie, pour terminer cette deuxième partie de la table ronde. Juste une petite question justement pour toi. Oui. Est-ce que, à force de vivre des expériences durant lesquelles tu es accompagné, ça te permet de prendre petit à petit confiance, et quand tu cumules les résultats positifs de ces expériences, justement renforcer l'estime de soi, la confiance en soi, etc. Ouais, je dirais que ça joue. Ouais. En tout cas, moi, il y a beaucoup de choses où une autre personne qui a les mêmes passions que moi, par exemple, ça va être un moteur. Et finalement, même si la plupart des trucs, je les fais moi-même, si c'est pour moi, je les fais moi-même. Mais finalement, ça sera quand même un moteur parce qu'on sera y aller à deux, et puis on aura, comme on dit, l'union fait la force. Mais dans le cas d'un autisme, on est parfois un peu... je pense pas qu'un autiste est forcément toujours solitaire, mais... moi, je sais qu'avec des personnes avec qui j'ai vraiment confiance, une personne à qui un ami très proche, si ça va être plus facile pour moi d'aller vers quelque chose que j'entreprends et d'y aller, même si en fait finalement la personne est juste là pour être là, ou si elle participe, c'est encore mieux, mais si elle est juste là pour être là, finalement ça va m'aider. Ça m'a aidé en tout cas sur beaucoup de choses par le passé. Merci beaucoup. Il nous restera donc une troisième partie à cette table ovale. On va bientôt retrouver le 9e épisode de Neurorama, mais avant, voilà, pour cette troisième partie, je vous propose qu'on aille un peu sur les conseils. En fait, qu'est-ce que vous conseilleriez aux personnes qui vivent encore aujourd'hui des difficultés de confiance et d'estime de soi dans les rapports sociaux. C'est ce qu'on fera donc dans la troisième partie de l'émission. Je vois Corentin qui a très envie de participer. Calme-toi. Je faisais le spin-off, tu vois, la petite intro pour la suite. Et sur cette dernière partie, si dans le chat vous avez des questions à poser au groupe ou à une personne dans le groupe, n'hésitez pas à le faire, puisqu'on peut profiter de la plateforme pour ça, donc pour échanger en direct, et ça peut vous permettre de participer à distance. Donc ce serait super. Merci encore de cette participation. Sans transition, on a eu dans la première saison de Sur la même longueur d'onde, à chaque épisode un épisode de Neurorama, et donc voici maintenant le 9e épisode.
Neurorama. Un voyage dans un espace-temps où le présent est dépassé et où le futur reste à venir. Neurorama. Un délire fugace au pays des songes se confondent réel et imaginaire. Neurorama. Plongée intérieure dans les limbes de ta conscience. Neurorama. Une odyssée intersidérale entre comique et cosmique. Bienvenue dans l'univers spirituel de Neurorama. À une époque indéterminée sur l'échelle du temps, entre l'extinction de la baleine blanche et la naissance de l'homme gris, les autistes ont pris le pouvoir sur une planète Terre rebaptisée planète Dire. Ils en chient grave à cause des non-dits de l'humanité qui masquent les problèmes plutôt que de les affronter. Le professeur Sperger tente d'imposer l'autisme dans ce monde trop neurotypé. Il a donc mis au point une machine censée l'aider dans cette tâche. Mais en la testant sur un neurotypique volontaire, celle-ci a explosé en plein sol, faisant remonter quelques exigences sociales. Il attend donc de pouvoir la réutiliser. Pendant ce temps, ces deux assistants se découvrent, dans tous les sens du terme, lors d'un séjour au Futuroscope. Résumé de l'épisode précédent. En attendant l'installation de Lucie, le neuroreconfigurateur, pour ceux qui ont du mal à suivre, après son coming out politico-électronique, Alexis et Ophélie font connaissance au Futuroscope. Ils se découvrent en effet des sentiments réciproques. Épisode 9, première partie. Le sourire, symbole de la communication non verbale, symbole de l'amour universel. Salut les amoureux! Comment allez-vous ce matin? Alors, ce week-end? Terrible, non? Mais, professeur, n'importe quoi. Oui, professeur, n'importe quoi. Vous avez rougi comme deux enfants neurotypiques pris la main dans le pot de confiture. Même pas vrai. Oh, mais ne soyez pas offusqués à ce point. Je suis très content pour vous. Ça va même me faire des vacances, cette histoire. Comment vous avez deviné? En tout cas, nous n'avons pas rougi, hein. Rougir, c'est de la communication non verbale réservée aux gens classiques d'abord. Et nous ne sommes pas des gens classiques. Parfois, je remplacerais neurotypique par gens classiques, pour changer un peu, parce que utiliser tout le temps les mêmes termes, c'est justement très neurotypique. Comme le fait de sourire, c'est de la communication non verbale. Et pourtant, vous souriez, non? Peut-être, mais nous n'avons pas rougi en souriant, et nous n'avons pas souri en rougissant. Oui, c'est vrai ça. Nous sourions parfois, nous rougissons aussi quelquefois, mais jamais les deux en même temps. Nous avons des difficultés avec une communication non verbale, alors deux en même temps, notre cerveau ne peut pas l'assumer. Mais ne confondez pas tout. Ce n'est pas parce que vous avez du mal à cerner la communication non verbale chez l'autre que vous en êtes pour autant dépourvu. Lorsque quelqu'un rougit devant vous, vous vous dites la plupart du temps « C'est bizarre qu'il rougisse, il fait à peine 12 degrés dans la pièce ». Vous pensez qu'il s'agit là d'une réaction biothermique sans imaginer un instant qu'il puisse s'agir d'une réaction émotionnelle. Dans le même esprit, lorsque votre interlocuteur sourit, vous pensez « Mais pourquoi sourit-il? Je n'ai rien dit de drôle ». Pas un seul instant, vous n'allez penser qu'il entreprend, consciemment ou pas, une tentative de séduction. Donc, si je comprends bien, si quelqu'un rougit et sourit, cela peut être purement émotionnel, même s'il fait 30 degrés et qu'il est en train d'écouter un épisode de Neurorama? Ah oui, un épisode de Neurorama, trop drôle. Oh, mais il ne faut pas généraliser non plus. Il y a des gens qui peuvent avoir une thermorégulation défaillante ou ne pas être sensibles à l'humour décalé de Neurorama. Quoique, pour ce deuxième exemple, c'est plutôt rare. Oui, c'est vrai, c'est plutôt rare. Dans le cas de Neurorama, nous sommes même plus proches de la crise de fou rire plutôt que du sourire. Un peu de promo ne fait de mal à personne, n'est-ce pas? Sans oublier que le sourire est aussi et surtout
Un véritable message d'amour universel. Quand on sourit à quelqu'un, c'est aussi pour lui dire tout l'amour qu'on lui porte. Oh oui, tout l'amour qu'on lui porte. Il m'est arrivé de sourire à mon banquier, voire même à un huissier, et ce n'était pas vraiment de l'amour, je peux te l'assurer. Comme quoi, il faut faire attention, car le sourire peut être également cynique ou sarcastique. Il peut être difficile de déterminer son sens profond, et c'est là que nous pouvons être en difficulté, nous, les autistes. Mais professeur, pas au point de fustiger à ses amis et de faire l'amour à un huissier quand même. Moi, il m'est arrivé de passer une excellente soirée avec un huissier, mais pas dans l'exercice de ses fonctions, bien sûr. Il avait réussi à faire une saisie-arrêt sur mes sentiments, ce coquin. Et oui, et au-delà de cette carapace administrative, il y a aussi un petit cœur qui bat à l'intérieur. Heureusement que ce n'était pas un banquier, car il aurait pu mettre une option d'achat sur votre corps. C'est arrivé aussi. Mais le prix qu'il m'a proposé était tout simplement humiliant. Je lui ai dit de revenir me voir quand il aurait des stock options. C'est la même chose pour les yeux, les amis. Le regard est le reflet de l'âme, le miroir de notre humanité. Mais l'interprétation que l'on peut lui donner est périlleuse, car les conséquences peuvent être catastrophiques. Par exemple, si quelqu'un nous regarde avec insistance, nous, les autistes, allons penser que nous avons un gros bouton sur la figure, ou que nous avons la braguette ouverte, et nous allons peut-être passer à côté d'une date. A contrario, si nous surprenons une personne qui nous observe du coin de l'œil, nous pourrions trouver ça coquin, alors que nous avons sûrement affaire à un sale pervers, un savant mélange entre Émile Louis et Michel Fourniret, ou le fils naturel de Francis Saulme et de Guy Georges, pour ne citer que les plus fameux. On espérait la soirée dîner aux chandelles et boîte de nuit, et on réalise trop tard que c'est nous le menu, et on se retrouve bien en boîte, mais dans un funérarium, ou à l'église avec en guise de chandelle quelques cierges. Triste happy end. Se faire souhaiter bon appétit par un psychopathe, c'est un peu comme si un nazi vous disait « Eh, bonne douche !» Ou encore « Eh, salut, ça gaze !» Comme quoi, c'est pas si simple, n'est-ce pas? Nous allons retrouver notre ami Benoît de Saint-Jacques tout à l'heure, nous pourrons lui demander ce qu'il en pense si vous voulez. Avec plaisir. Il serait intéressant d'avoir l'avis d'un autiste typique ou d'un neurotiste sur la question. Il est vrai que nous ne savons toujours pas à qui nous avons affaire. Nous allons le soumettre à nouveau au neuroreconfigurateur, mais cette fois-ci, c'est moi qui prends les commandes, comme l'a souhaité la machine. Ah, ça me fait bizarre de dire ça, mais bon. Épisode 9, deuxième partie. Êtes-vous plutôt nature ou plutôt culture? Bonjour, cher confrère. Bonjour, mon ami. Alexis et Ophélie, laissez-moi vous présenter mon grand ami et cher confrère Wolfgang Lupescu, un éminent scientifique qui nous vient des Carpates. Wolfgang est un grand comportementaliste spécialisé notamment dans l'observation des loups avec qui il vit une bonne partie de l'année. Le plus grand naturaliste dans le domaine de la psychologie animale. Je l'ai invité à passer quelques jours avec moi pendant votre séjour au Futuroscope. Bonjour monsieur Lupescu. C'est un honneur pour moi de vous rencontrer. Moi parler mal français. Moi communiquer plus facilement avec mes amis loups. Oh. Bonjour Alexis, vous êtes un joli spécimen d'Homo erectus. Vous ne croyez pas si bien dire. Bonjour, monsieur Lupescu. Ah oui, j'adore les loups. C'est trop mignon. D'ailleurs, j'ai vu le loup pas plus tard que ce week-end. Bonjour Ophélie, vous êtes un joli spécimen d'Homo popudicus. Très joli. Arrêtez, vous allez me faire rougir d'émotion. Alors, cher ami, que pensez-vous de notre fabuleuse machine? Привет, cher ami. Vos travaux sont très impressionnants. Mais ce n'est qu'une étape Homo narcissicus, pour ne pas dire Homo merdicus. C'est approprier la planète comme si elle lui appartenait. Sans tenir compte des autres espèces sauvages qui y vivent aussi et qu'il éradique et génocide à tour de bras. Lui être gros connard. Il prive le monde sauvage de son espace et il vient pleurer comme un gros bébé lorsque les animaux sauvages empiètent sur son territoire pour se nourrir. Oh, nettoyer Homo erectus de toute cette neurotypie, c'est bien, mais en fait, il faudrait nettoyer la planète de Homo merdicus et ensuite injecter une grosse dose d'humilité à Homo autisticus pour qu'il respecte son environnement et le monde sauvage qui y vit. Vous avez raison, cher confrère, mais procédons par étapes, n'est-ce pas? Monde sauvage n'a pas le temps d'attendre que le gros canal change. Gros déséquilibre trop important. Extinction pollinisateur très grave poursuivi de nous. Moi préfère vivre avec les meutes de loup qu'avec ce gros connard.
Nous faisons notre maximum pour nettoyer la planète dire afin d'inverser la tendance, mais ce n'est pas si simple. Moi, savoir que changer le monde n'est pas facile. Un peu plus tard, nous retrouvons donc notre fine équipe au complet. Ah, bonjour tout le monde, ça va? Bon, il fait beau, hein, vous avez remarqué? Bon, moi ça m'a fait un bien fou cette pause, hein. C'est comme si je m'étais reconnecté à mon cerveau. C'est à votre cœur qu'il faut vous reconnecter, monsieur Benoît, pas à votre cerveau. Ah bah, c'est sûr que vous avez pas trop le choix. Non mais, je vous permets pas d'insulter gratuitement les gens comme ça, hein. Pour qui vous vous prenez? Oh, la méchanceté gratuite, c'est bien un truc de neurotypique, ça, hein. Elle ne vous a rien fait, Ophélie, hein. Bien au contraire, elle est gentille avec tout le monde, c'est tellement facile de s'en prendre aux plus faibles. Alexis, calme-toi, voyons. Monsieur de Saint-Jacques n'a certainement pas voulu dire ça. Tu as sûrement mal interprété ses paroles. Allez, bien sûr, hein. Il nous prend pour des gros débiles, mais c'est nous qui ne comprenons rien, hein. Ouais. Ok, pardon Ophélie. Pardon Alexis. C'était une blague de très mauvais goût. En fait, je me suis permis cette familiarité puisque vous n'hésitez pas à vous chambrer entre vous. Alors j'ai pensé que... Non, mais c'est bien ça le problème avec vous, les neuros qui piquent, hein. Vous pensez trop. Bah, remarquez, nous aussi, hein. Mais c'est quand même un peu mieux, hein. Oui, comme les obsédés sexuels dont parlait le professeur tout à l'heure, à qui on dit qu'ils ont une bite à la place du cerveau et non à la place du cœur. Encore une preuve que l'interprétation de l'humour peut s'avérer délicate. Un neurotypique aurait certainement compris le second degré dans la blague de Benoît de Saint-Jacques. Bon, l'incident est clos. Monsieur de Saint-Jacques, laissez-moi vous présenter mon ami, le professeur Wolfgang Lupescu, de l'université de Bucarest. Ah, bonjour monsieur Lupescu. Alors, est-ce qu'il fait beau chez vous? Bonjour, monsieur de Saint-Jacques. Vous êtes le joli spécimen Homo celticus. Pas beau chez moi à cause des règlements climatiques, à cause de vous. Mais vous changez bientôt de Homo conardus à Homo autisticus. Ah bon? Bah, si vous le dites. Bon alors, professeur, c'est quoi le programme? Comme je vous le disais, je vais reprendre les commandes de Lucie pour les prochains tests puisque nous n'avons pas les moyens d'embaucher un autre technicien confirmé. Ah bah j'espère que ça va fonctionner cette fois-ci sans que je risque de me faire griller les neurones. Neurones? mais quel neurone? Une balle à tête chercheuse que vous prendriez dans votre tête deviendrait folle à force de chercher votre cervelle. Humour! Ah, comme il est drôle, mon Alexis. Ah, mais vous voyez, vous en êtes capable. Homo celticus plus beaucoup de neurones à cause de consommation excessive de boissons trop fermentées. Non mais on peut commencer là. Je vous rappelle que la visite de la ministre de la Désinteraction sociale approche à grands pas et il faudrait que nous soyons en mesure de justifier les ridicules budgets qu'ils nous sont alloués. Et jusqu'à présent, à part avoir fait prendre conscience à un aveugle qui n'y voyait que du feu, on n'a pas grand-chose à lui montrer. Hein. Circulez, y a rien à voir. Moi préfère encore être aveugle plutôt que voir Homo detritus saccager ma forêt. Moi dire au revoir à vous. Moi revenir voir Homo professorus plus tard. Moi retourner voir mes amis loups, car préfère être mâle alpha plutôt comme bêta. Et l'humour au second degré, est-ce que ça peut faire froid dans le dos à quelqu'un qui thermorégule mal? Et une balle à tête chercheuse, est-ce qu'elle peut être en or? Est-ce qu'une souris peut rougir de plaisir à la vue d'un lion? Est-ce qu'un neurosceptique pourrait apprécier l'humour de Neurorama? Pensez-vous être un homo narcissicus ou plutôt un homo autisticus? Pensez-vous que quelqu'un qui prend la défense des éléphants peut être vraiment sincère? Faites-vous la différence entre dérèglement climatique et réchauffement climatique? Pensez-vous qu'il y a du pétrole au pays Qatar? Est-ce que vous saviez que le loup était un animal à Carpates? Est-ce que ceux qui croient qu'Ophélie est un personnage potiche connaissent vraiment leur animal fétiche? Est-ce que vous pensez qu'on peut s'en battre une sans jamais toucher l'autre? Est-ce qu'un jour j'arrêterai de raconter des conneries? Peut-être, quand sera terminée l'écriture de... Neurorama, un feuilleton radiophonique, art et essai du GMTSA 86 Nacranciel. À l'écriturage et au racontage, Jérôme Brual. Au professorage de Nicolas Sperger, Aurélie Gaillou. À l'assistage de Alexis Zoffren, Corentin Boucherie. À l'assistage de Ophélie Printemps, Doriane de Parois.
Au cobayage de Benoît de Saint-Jacques, Manuel Vaury. Au professorage de Wolfgang Lupescu, l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. Notre spécialiste du barefooting qui revendique l'animal qui est en lui, Tristan Hamon-Delaunay. Au neuroreconfigurage, Lucie, la rebelle cybernétique. Au technicage, Romain Goulon. De retour en direct avec tous nos homo autisticus. Merci à tout le monde d'avoir enregistré ça il y a déjà quelques mois maintenant. C'était avant l'été qu'on avait enregistré ça. Quel bon souvenir. Ouais. On a quelques épisodes déjà d'enregistrés qui vont nous emmener jusqu'au mois de décembre. On se revoit en novembre. Il faut qu'on cale une date là pour enregistrer les prochains épisodes avec de nouveaux personnages. Tout à fait. Tout à fait. Je vous réserve quelques surprises et une autre aventure de 12 épisodes, j'espère également, qui nous amènera jusqu'à la fin de l'année 2026. Ouais. Tellement hâte. Merci encore. Merci à vous. On retrouve donc tous les mois dans l'émission sur la même longueur d'onde un épisode du feuilleton Neurorama. Tout de suite, notre dernière partie sur la table ovale. Et j'ai quelque chose à vous raconter. Ok, installe-toi et parle-nous de tout ça. T'en fais pas, ici on est sur la même longueur d'onde. Bien, dans ce cas, installons-nous autour de cette table ovale. Nous discutons sur cette table ovale de la confiance en soi, de l'estime de soi par rapport aux attentes sociales. On a déjà pu évoquer des situations particulières, on a déjà pu évoquer des pistes pour avancer, dépasser ça. Puis là, on se posait les questions sur quels conseils on aimerait donner aux personnes qui vivent encore aujourd'hui des difficultés par rapport à la confiance et l'estime de soi dans les situations sociales. Pour ma part, je trouve que ne pas garder ces difficultés pour soi, il est partagé autour d'un groupe de parole qu'on pourrait avoir au GEM, par exemple, ou sur un suivi qu'on peut avoir. Beaucoup de personnes ont encore cette pudeur de ne pas solliciter des professionnels qui pourraient leur venir en aide. Je parle notamment d'accompagnement par une neuropsy, une psychologue, une psychothérapeute, etc. Il y a vraiment aujourd'hui pas de honte à aller voir ces personnes-là qui peuvent vraiment avoir quelques clés, pas pour résoudre le problème, mais pour nous orienter vers des pistes de réflexion sur soi-même, sur le regard qu'on peut porter sur les choses aussi, parce que tout part aussi de là, de savoir... bien faire le tri entre les choses qui ne sont pas nécessaires à garder, les choses qui peuvent nous permettre de progresser, de se forger une carapace au final, parce que la question de l'inclusion, on parlait d'attendu ou quoi, c'est un peu là, et tous ces éléments-là, le fait d'en parler, le fait de croiser les informations, permettent de débloquer certaines situations qui nous paraissent des montagnes à surmonter sur le moment, et qui en fin de compte sont toutes bêtes, et sur des simples réalisations on peut se dire mais oui, mais en fait la vie est peut-être pas si compliquée que ça, et on peut aller vers quelque chose de plus constructif, plus productif, plus heureux, en tout cas plus apaisé tous les jours, quoi. Et du coup, Corentin, est-ce que tu penses qu'on peut arriver à progresser dans ce sens tout seul, introspectivement, en faisant un travail sur soi-même, ou qu'il faut être accompagné par des spécialistes, professeurs ou autres ? Je suis intimement convaincu que les 99% du travail sont faits que par soi-même, de toute manière. Les professionnels sont là pour orienter, pour tirer la sonnette d'alarme si vraiment ça prend de trop grosses proportions sur le moral, sur la santé psy de la personne. Mais toute cette partie introspection est inévitable, j'ai envie de te dire, à un moment, que ça soit avant, pendant, après, il faudra que ça se fasse à un moment. Ouais, c'est évident que l'individu a un impact majoritaire sur son bien-être et sur sa confiance en soi. Ouais, je pense exactement la même chose.
La philosophie, ça peut être un outil pour les personnes que ça intrigue, intéresse ou qui sont déjà passionnées. On peut se servir de réflexions philosophiques, ne serait-ce que de citations qu'on peut trouver notamment sur les réseaux sociaux, sur Internet, tout ça. C'est assez facile, c'est accessible en tout cas de partir en fait d'une citation d'un philosophe de notre choix, hein, il y a vraiment le choix, et de s'en servir comme base de réflexion en se disant tiens, est-ce que ça me parle, est-ce que ça pourrait me servir au quotidien, et si oui, de quelle façon? Toi, comment tu t'es servi de la philosophie pour, j'ai envie de dire, te faire de la remédiation cognitive, de l'auto-remédiation cognitive? Est-ce que c'est bien ça que tu fais d'ailleurs, utiliser un peu les concepts des différents philosophes qui t'ont parlé pour adapter ton cerveau et ta manière de voir le monde? Absolument, mais pour des détails, il faudrait venir au groupe de parole de ce soir. Non, mais c'est qu'en fait, oui, c'est une sorte de remédiation cognitive, oui, parce que j'ai... comment dire ? Quand on va dire un philosophe ou une citation ou un courant philosophique me touche, me parle ou m'évoque quelque chose, voire même me contrarie, ça peut être carrément quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord au départ, je me dis, tiens, si ça me touche, c'est qu'il y a quelque chose à aller chercher. Donc je vais me servir de ça en me disant, bah, tiens, qu'est-ce que ça fait... qu'est-ce que ça vient chercher en moi? Qu'est-ce que ça dit de moi à l'instant où je suis en train de réfléchir? Et puis après, je sais vers où je veux aller. Par exemple, si j'essaie de donner un exemple, mais ça va être compliqué d'être précise, mais s'il y a une de mes façons de penser qui est récurrente et qui ne me convient pas, j'ai tendance à me dire qu'est-ce que j'ai plutôt envie de penser? Vers où j'ai envie d'aller au niveau de ma réflexion? Et donc là, la philosophie, je peux m'appuyer dessus, en faire un outil concret pour baser mes réflexions autrement que mes pensées habituelles qui peuvent parfois, qui pouvaient à l'époque tourner en boucle et me faire stagner. Est-ce que finalement la philosophie jouerait pas un rôle pour lâcher prise finalement sur tes propres idées? Tu parlais de schémas de pensée par exemple qui reviennent et dont tu aimerais t'émanciper. Finalement, la philosophie te permet d'avoir une vision différente de la tienne à l'instant T et de te lâcher prise pour accepter l'information d'un autre mode de pensée finalement. Ça peut. Oui. C'est chouette. Donc ça veut dire que tu vas essayer. Je suis ouvert à la philosophie, c'est chouette. Hein. Est-ce que vous avez d'autres remarques, d'autres propositions de conseils pour ceux qui peuvent nous écouter? Juste une question. Est-ce que la philosophie commence en redistribuant des cartes? Non, ça c'est le poker, Jérôme. Le tarot. C'est pas la même chose. Je m'ai trompé. Merci beaucoup d'avoir participé à ça. Très intéressant d'avoir pu avoir différents regards, approches de cette thématique. Chaque mois, dans les émissions, on aborde une thématique différente sur les tables ovales qui donne une couleur à l'émission. On n'a pas encore décidé de ce quoi sera la thématique pour le mois prochain. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous le dire. Mais on n'en manque pas en général. Pour la fin de cette émission, on vous propose 2 interventions, 2 chroniques. Une première qui sera la chronique inutile de Dorian, dont on a l'habitude... on a déjà eu l'habitude dans la première saison d'avoir. Et la deuxième clôturera quasiment l'émission, avant le mot d'au revoir, sera une poésie lue par Jérôme, dont tu avais commencé, il me semble, au mois de juin. Hein. On a eu le droit qu'à une seule poésie de ta part. Non, fait ça va être la troisième. Ce sera la troisième texte présenté. Ouais, le 3e texte. Donc, on est parti. Donc, pour commencer par la chronique inutile de Dorian. Les sabots inutiles de Dorian. Pour devenir expert en rien et briller là où personne ne regarde. Rebonjour. Bon, du coup, cette année, je vous rembarque de nouveau avec moi pour mes chroniques inutiles, mais qui font un peu cogiter aussi quand même. Parce que quoi de mieux que l'humour pour appuyer là où ça gratte un peu. Déjà, parlons du mois de septembre en lui-même. Septem, en latin, ça veut dire 7. Normal, avant, à Rome, c'était le 7e mois de l'année. Puis, Jules César a débarqué avec son calendrier et s'est dit
allez hop, on commence l'année en janvier. Résultat, septembre passe en 9. Et derrière, les chrétiens en rajoutent. Le nouvel an, oh bah tiens, on va le mettre à Noël ou à Pâques, ou pourquoi pas à la saison des figues, tiens, parce que, bon, après tout. Bref, c'était le freestyle total. Il aura fallu attendre 1582 pour fixer le 1er janvier. Sauf que certains ont encore mis 3 siècles à suivre, et les orthodoxes, à l'heure actuelle, fêtent encore Noël en janvier. Moralité, le calendrier mondial, c'est un gros bordel. Autant qu'un groupe WhatsApp de famille, personne n'est jamais d'accord sur la date. Et l'école, ben, c'est un peu pareil. Les règles changent chaque semaine. Les manuels scolaires, ils ont connu le Minitel. Et les profs qui disent « apprends par cœur ». Sauf que nous, on nous a jamais appris à connecter le cœur avec la mémoire. Bref, la rentrée, c'est du chaos, mais en version organisée. Comme une photocopieuse. Ça pue, ça bugle et ça sort tout de travers. Prenons en exemple la gomme. Avant le caoutchouc au XVIIIe siècle, les artistes en herbe effaçaient avec... Vous avez une idée ? De la mie de pain ? Oui, très bien Corentin, de la mie de pain. Donc, tu corrigeais à la fois ton dessin et ton estomac en même temps. C'était le premier pack école-cantine à l'époque. Par contre, si t'étais intolérant au gluten, tu finissais à l'infirmerie direct. Hein. Sorry. Nous avons une autre pépite. En 2017, Bic sort le plus long crayon du monde. 1091 mètres. Plus d'1 kilomètre de crayon. C'est idéal pour faire une rédaction Paris-Marseille ou pour faire une seule rature en TGV. Le rêve ultime de tous les profs. Barrer ta vie, mais en XXL. On rigole, mais parfois l'absurde devient inquiétant aussi, car là, on va passer au film d'horreur. Pendant la Première Guerre mondiale, les écoles britanniques faisaient ramasser des marrons aux enfants. Alors pas pour le dessin, hein, pour fabriquer de l'acétone, un composant utilisé dans la poudre à canon. Donc à 8 ans, tu faisais tes devoirs et la guerre. Premier cas d'école où ton contrôle d'histoire finissait en cartouche. Et puis, il y a une comparaison qui fait mal. La Finlande. Pourquoi ? Parce que là-bas, l'école commence à 7 ans. Parce qu'avant, il faut jouer, rêver, explorer. Nous, on colle les gosses sur une chaise à 3 ans. Comme ça, ils s'habituent. Traduction, 4 ans de rap pour dire à un gosse de maternelle qu'il a déjà des lacunes. Chez nous, l'avance, c'est comme un Kinder Surprise, sans la surprise. Rigolez pas, ça m'est déjà arrivé. Alors oui, chaque année, on change de cartable, mais jamais la façon dont on porte le poids. Tant qu'on voudra couler tout le monde dans le même moule, l'école ne vaudra pas mieux qu'une gomme en mie de pain. Ça s'effrite, ça colle au doigt et ça laisse des traces. Une gomme, ça efface. L'école, elle, préfère garder la rature. Et ça, même la gomme magique du meilleur influenceur TikTok n'y pourra rien. Sauf si vous tapez le code promo arnaque, A-R-N-A-K. Mais là, c'est plus de l'école, c'est du dropshipping. C'est fini. Merci Dorian, merci beaucoup. On passe du rire et d'une chronique dorianesque à une chronique jérômesque. En tout cas, une chronique poétique. Jérôme, nous attendons donc ta lecture. Je vous avais prévenu que parfois le rebelle contestataire que je suis prend le dessus sur le jongleur de mots que je suis également, et le vilain petit canard profite alors de la plume de la sage colombe pour rappeler quelques vérités aux humbles mortels que nous sommes. C'est certainement ce qui est arrivé lors de l'écriture de ce texte que j'ai choisi pour vous aujourd'hui. Un peu comme si j'étais Docteur Renaud qui devenait Mister Renard, mais sans le talent bien sûr, mais avec la voix quand même. Ta-ta-ta. Ou encore si je me prenais pour Gainsbourg devenant Gainsbar, toujours sans l'immense talent, mais avec la sobriété en plus, à la place. Il est pas dégueu, ton truc, là. Désolé, je suis très nul en imitation. Je prends en exemple ces deux immenses artistes que j'adore particulièrement. Je vous ai donc quelque peu épargné lors des 2 premières chroniques, avec des textes choisis, plutôt fleuris. Mais attention, car là, j'ai sorti les orties. Une plante qui peut s'avérer piquante sur certains aspects,
mais également ultra bénéfique sur un plan purement physiologique. Cela nous donne une idée de ce que ça peut donner quand même. Une critique un peu violente de prime abord, mais finalement tellement nourrissante que ça passe très bien. Ce texte s'intitule sobrement « Il y a un hic ». Rien à voir avec les deux amis cités plus tôt, quoique. Même si je n'ai pas choisi ces deux artistes par hasard, il s'agit là d'un hic qui s'apparente plus à une certaine rhétorique qu'à un certain penchant alcoolique. Alors bonne dégustation, je veux dire bonne écoute bien sûr. Attention, c'est très très court, ça va passer très vite. Il y a un hic. Poussière de vie dans le vent galactique, espèce microbienne à l'échelle cosmique. À la recherche d'un second souffle énergétique, évitez le trou noir, attraction magnétique. Colonie humaine, liberté théorique. Tout est à la chaîne dans le sens critique. Des écrans de fumée au relent cathodique. Jusque dans le génocide qui se pratique. Dans un silence profond, le chaos est cynique. Le désordre mental devenu génétique. Âme vagabonde dans l'univers prophétique. Sombre dans l'oubli d'un songe amnésique. Cœur branché sur secteur électrique. Esprit à la merci des ombres fatidiques. On ne comprend plus, mais tout s'explique. Bienvenue au royaume de l'apocalyptique. Merci à vous et pardon pour la dépression provoquée par ce texte. Au moins, on peut dire que tu as des tics. J'essaye, je m'applique. À défaut d'une colique néphrétique. Double hic. Qui dit mieux? Colique néphrétique chronique. Oh. Je vais y aller. Hein. Alors pour ma transition, il faut que je m'applique. Il y a Tristan Koa qui dans mon oreille nous propose une toute petite chronique. TSA, Tristan Sciences Animaux. Exactement, juste très rapide, histoire parce qu'on a un petit peu le temps. Je ne ferai pas ma chronique TSA en hic, sinon ça fait TSIC, et c'est pas le but. Je vais vous demander, donc ça sera participatique, si vous connaissez la différence entre un crocodile et un alligator. Oui. Oui. Ça s'appelle pas pareil? Non, en effet. En commun. On a le droit de faire des propositions ou pas? Oui, allez-y. Pour moi, crocodile, ça serait le nom de l'espèce dans laquelle l'alligator fait partie. Non, ce n'est pas ça. Ah, c'est my la bad. mâchoire. Entre autres. Il y a le crocodile a la mâchoire un peu plus en triangle, en pointe, et l'alligator elle est plus carrée déjà. Alors il y a ça, il n'y a pas Comme que ça. ça, effectivement. Mais alors la différence entre le crocodile et l'alligator, tout d'abord, c'est que le crocodile vit en Afrique. Hic en Afrique. Principalement en Égypte, au bord du Nil, en Égypte et au Soudan. Mais il vit en gros dans le continent qu'on appelle l'ancien continent, donc l'Afrique et voilà, aux alentours, enfin surtout en Afrique pour le coup. Et l'alligator, lui, il vit en Amérique. Voilà, il vit en Amérique. Et donc la différence, principalement, elle est là. Donc on a les deux font partie des crocodiliens et donc des reptiles. Et donc dans les crocodiliens, on a les crocodiles, les alligators, les caïmans et les gaviales. Gavial. Voilà. Non. Et souvent on confond on confond entre l'alligator et le crocodile, on les confond. En fait, le crocodile, il vit principalement sur les bords du Nil, alors que l'alligator, il vit principalement dans les bayous d'Amérique. Ensuite, effectivement, comme le disait Dorian, il y a la forme de la mâchoire. Le crocodile a une mâchoire qui va être un petit peu plus en cône,
donc un peu plus triangulaire, alors que l'alligator va être plus arrondi. L'alligator est plus grand aussi. Il a une taille globalement plus grande. Il fait jusqu'à 6 à 7 mètres. Le crocodile, un petit peu moins. Et on peut aussi faire la différence par rapport aux dents. Il n'y a que les dents du haut qui sortent pour l'alligator. Chez les crocodiles, il y a les dents du haut et les dents du bas. On peut les voir, voilà, les deux. Et aussi sur la forme des écailles. Voilà. Tout ça nous permet de différencier le crocodile et l'alligator. Voilà. Merci. Attention Tristan. à toutes les odiles qui nous écoutent. Ouais. Mais c'est vrai que sur l'émission, on n'avait pas eu de chronique, de passion d'adhérents. Alors il y a la passion de la folie chez Dorian, la passion de la poésie chez toi, la passion des animaux. Je m'en vais à la clinique. C'est donc la fin de l'émission. Merci à tout le monde d'avoir écouté. C'est pathétique. Je vous propose, si vous voulez dire un dernier mot à ceux qui nous écoutent, de le faire maintenant ou de vous taire à jamais. C'était une très belle émission pour recommencer cette année. Ça m'avait bien manqué, je dois bien l'avouer. Cette cohésion qu'on a tous autour de cette table, qui n'est plus ovale. Aujourd'hui, elle est devenue rectangulaire, mais dans notre esprit, elle est restée ovale. Je tenais à nos auditeurs que j'aurais bien aimé reprendre la chronique autour de la question des auditeurs. Donc n'hésitez pas à nous envoyer via ce lien YouTube des questions éventuelles sur... des thèmes qu'on pourrait aborder sur les prochaines émissions. De mon côté, je récupérerai ces questions pour pouvoir les traiter, monter un petit truc sympa autour de ça et refaire vivre cette chronique oubliée de nos débuts d'émission de 2023, il me semble. Fin 2023, c'est ça 2024 2024, ouais. Le GEM a ouvert ses portes en janvier 2024. Ah oui. Donc à moins que tu étais là avant l'édition du GEM. C'est l'histoire du temps. Prééminence autistique. Merci, Valentin, merci beaucoup. En dernier mot, voilà, je suis content d'être là, toujours en technique pour cette deuxième saison, et puis de participer à Neurorama. Voilà, ça fait plaisir. Dorian, Aurélie, merci d'avoir participé aussi. Je comprends. Ouais. Non, mais merci beaucoup. Je suis très motivée et très surexcitée et très très contente parce qu'il n'y a pas eu de chronique passion, intérêt spécifique et l'air de rien, j'ai pas mal parlé de philo, donc moi ça me va. Ah si, du coup, il y en a une. Pour toi, Corentin, et ce qui fait le lien avec la philo d'Aurélie, il y a Marine sur le chat qui, pour une prochaine émission, propose la question « Est-ce une question ?» Voilà, je vous laisserai méditer là-dessus et on se retrouve... c'est philosophique, le mois prochain pour ça, c'est philosophique. Dorian, un petit mot. C'est mon dernier mot. C'est ton dernier mot. On retrouve tes chroniques encore le mois prochain. Normalement, si tout va bien. D'ici là, oui. Ouais, super, excellent. Merci Jérôme aussi d'avoir participé. Merci à tous, c'était un plaisir de vous retrouver et de lancer cette nouvelle émission sur notre chaîne. Alors j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer, à en parler autour de vous. On va finir en musique. Ce mois-ci a vu deux tristes nouvelles sur le plan musical. Le décès de Rick Davies à l'âge de 81 ans. Rick Davies était le cofondateur de Supertramp. Il y a eu aussi la mort de Charlie Oleg à l'âge de 94 ans. Alors pour les plus jeunes, ils ne connaissent pas, mais Charlie Oleg était le pianiste de l'émission Tournée Manège. Je suis vieille, je m'en souviens. Ouais, rien de marquant, donc on va repartir sur Rick Davies de Supertramp. Et on va finir en musique avec un morceau de ce magnifique groupe qui a mis en valeur le rock progressif. Et bonne écoute pour ceux qui connaissent et bonne découverte pour ceux qui ne connaissent pas. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir écouté. On se retrouve donc le vendredi 31 octobre à 15h pour la prochaine émission. Merci à Koa et merci à Vincent d'avoir été à la technique aujourd'hui. Merci, à bientôt.
there's no way of knowing where's the answer, you should know if you need me by now. Tell me how. You saw me in the first place. Who do you think I am? How can you be so two-faced and tell me where I stand? Yeah, we've been here once before. I see you by the door. You said you knew an autumn party. Yeah, you know you just can't lose. All you have to do is choose. Let me in on the way your heart is. You ain't nothing but another man's woman, living on another man's land. At night I hear the hound dog calling me a cheating man. I tell you something, I need good loving, but you don't understand. At night I see a cannonball coming to blow me to the promised land. If there's no way of showing where your love lies, is it me, is it him, or no one? What will be done about the mess you made of me? Or don't you give a damn? You're gonna drive me crazy. It's more than I can stand. Around and round we always go. First it's yes and then it's no. Oh, whatever keeps me staying. I'm so happy.